C'est lié, évidemment, je peux le dire parce que je l'éprouve ces jours-ci journellement. C'est lié évidemment à mon manque de pratique, disons, à mon inexpérience de la langue dans laquelle il écrit. Non pas que je sois totalement ignorant de l'anglais. Mais justement, il écrit l'anglais avec ces raffinements particuliers qui font que la langue anglaise, en l'occasion, il la désarticule. Il ne faut pas croire que ça commence à Finnegans Wake. Bien avant Finnegans Wake, il a une façon de hacher les phrases, dans Ulysses notamment. C'est vraiment un processus qui s'exerce dans le sens de donner à la langue dans laquelle il écrit un autre usage. Un usage en tout cas qui est loin d'être ordinaire. Ça fait partie de son savoir-faire et là-dessus, j'ai déjà cité l'article de Solers. Il ne serait pas mauvais afin que vous en mesuriez la pertinence. Alors, il en résulte que ce matin, je vais laisser la parole à quelqu'un qui a une pratique, enfin, bien au-delà de la mienne, non seulement de la langue anglaise, mais de Joyce nommément. Il s'agit de Jacques Aubert et je vais, pour ne pas m'éterniser, je vais tout de suite lui laisser la parole puisqu'il a bien voulu prendre mon relais. Je l'écouterai avec toute la mesure que j'ai prise de son expérience de Joyce. Je l'écouterai et j'espère que les réflexions petites, n'est-ce pas, je lui conseille pas d'abréger, bien loin de là. Les réflexions petites que j'aurai à y ajouter seront faites avec tout le respect que je lui dois pour le fait qu'il m'ait introduit à ce que j'ai appelé Joyce le symptôme. En juin dernier, Lacan a annoncé que Joyce se trouverait dans son cheminement. Le fait que je sois ici aujourd'hui ne signifie nullement que je me trouve sur ce chemin
royal, n'est-ce pas? Il faut tout de suite préciser que je suis plutôt sur les accotements, et en général, vous savez pourquoi on les signale, les accotements, et que c'est plutôt des propos à la Cantonnier que vous allez entendre. Il faut que je remercie Jacques Lacan de m'avoir invité à produire un travail bâclé. Bâclé, je précise donc, un travail pas bouclé. Pas bouclé du tout, pas bien fait, et pas, disons, articulé trop bien sur ce qu'il en est des nœuds. D'un autre côté, je voudrais indiquer que ce que je vais vous dire part d'un certain sentiment que j'ai eu de ce qui se faufilait dans le texte de Joyce, dans certains textes de Joyce, en certains points, qu'il s'agissait, semblait-il, de quelque chose que Joyce faufilait. Et cette conscience du faux fil m'amène justement à ne pas insister sur ce qui pourrait faire, au contraire, pièce définitive. Pour situer le point dont je suis parti, par accident, il faut que je dise qu'il s'agit très didactiquement, je dis très didactiquement qu'il s'agit d'un petit bout de Circé, d'un petit bout d'échange dans Circé. Ce chapitre qu'on a appelé a posteriori Circé d'Ulysse, et qui est le chapitre, dit-on, de l'hallucination, dont l'art, dit-on, est l'hallucination, et la magie, mais la catégorie, l'hallucination. Des éléments dont il est trop tôt pour assigner le statut reviennent des chapitres précédents. Il s'agit de personnages, bien sûr, vrais ou fictifs. Il s'agit d'objets, il s'agit de signifiants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont ça revient, la manière dont ça, manifestement, a à voir avec la parole, avec une parole. C'est signalé dès le début, puisque les deux premiers personnages, si j'ose dire, sont les appels et les réponses, qui marquent bien cette dimension-là, dimension qui est développée dans la forme, si j'ose dire, du chapitre, par une écriture ostensiblement dramatique. Donc, une dimension de la parole et, en définitive, des sortes d'instauration de lieux d'où ça parle. L'important est que ça parle et ça part dans tous les sens, que tout peut y être impersonné, pour reprendre un terme que nous allons rencontrer tout à l'heure. Tout peut personner dans ce texte-là. Tout peut être occasion d'effet de voix à travers du masque. C'est une de ces fonctions, le détail d'une de ces fonctions, disons peut-être simplement le fonctionnement, un fonctionnement de l'une de ces fonctions, que j'ai cru distinguer tout près du début du chapitre, dans un échange entre Bloom et celui qui est censé être son père, Rudolf, mort depuis 18 ans. Alors, je vous lis le passage, le bref échange en cause. Il se trouve dans l'édition française, page 429, dans l'édition américaine, page 437. Rudolf
a surgi d'abord comme sage de Sion. Il a un visage qui est celui, nous dit-on, dit une indication scénique, qui est celui d'un sage de Sion. Et après différents reproches, quelques reproches à son fils, il dit ceci: « Qu'est-ce que tu fais dans ce place ici? Et ton âme, quoi tu fais avec ?» Il est censé justement ne pas bien manier la langue anglaise, originaire de Hongrie. Il est censé ne pas avoir le maniement de la langue anglaise. Il tâte le visage inerte de Bloom avec des griffes tremblantes de vieux gypaète. « N'es-tu pas mon fils Léopold, petit-fils de Léopold? N'es-tu pas mon cher fils Léopold qui a quitté la maison de son père et qui a quitté le Dieu de ses pères, Abraham et Jacob ?» Alors, ce qui se passe à première vue ici pour le lecteur d'Ulysse, c'est un phénomène décrit à plusieurs reprises par Bloom lui-même sous l'expression de arrangement rétrospectif. Retrospective arrangement, c'est un terme qui revient assez souvent dans les, disons, pensées de Bloom tout au long du bouquin. Et alors, cet arrangement rétrospectif, le lecteur ne peut manquer d'y être sensible. Il ne peut manquer d'être sensible au fait qu'il s'agit d'un arrangement à partir d'une citation favorite du père, citation d'un texte littéraire ayant eu, selon toute apparence, certains effets sur lui. Et ce texte-là se trouve page 75 dans l'édition française. Voici le texte de la page 75. La voix de Nathan, la voix de son fils. J'entends la voix de Nathan qui laissa son père mourir de douleur et de chagrin dans mes bras, qui abandonna la maison de son père et le Dieu de son père. On voit que ce qui revient est légèrement différent. Mais avant de dégager cette différence, je voudrais indiquer ce que me paraissent être les effets de ce revenir différent sur Bloom. Que répond-il? Que répond-il dans l'épisode de Circé? Il répond ceci. Je vous donne d'abord la phrase, le français. Bloom, prudent, je crois que oui, père, Mosenthal, tout ce qui nous reste de lui. Et alors, je vais ici écrire le texte anglais de cette phrase. Bloom, prudent, le texte anglais dit with precaution, c'est précisément une fonction de Bloom décrit tout au long dans une bonne partie d'Ulysse comme le prudent. Le prudent, c'est son côté qui est à demi Ulysse, parce qu'Ulysse c'est pas simplement ça, et il est décrit à plusieurs reprises dans un langage un peu inspiré de la maçonnerie, the prudent member, le membre prudent. Et c'est dans sa fonction de membre prudent que nous le trouvons ici. Et le membre prudent dit « I suppose so ». Je le suppose, et non pas « je crois que oui », dit la traduction française. Je suppose ainsi, je suppose ainsi, je suppose quelque chose pour répondre à cette question, n'est-ce pas? N'es-tu pas mon fils? Donc, je suppose de la sorte, ce qui en principe renvoie à ce qu'a dit le père, mais qui, tout à coup, dès lors que l'on suit le texte, prend une autre figure. Car, immédiatement, nous avons cet arrêt marqué par ce que les anglo-saxons appellent period,
quelque chose qui fait période, un point qui n'est pas de suspension, mais de suspens, et un point à partir duquel surgit Mosenthal, à nouveau ponctué, à nouveau mis en période. Autour de ce nom propre, justement, quelque chose s'articule et se désarticule en même temps. Quelque chose s'articule et se désarticule de la supposition annoncée. Quel est donc ce suppos? Quel est donc plus nettement cette fonction de suppos de Mosenthal? Ici, dans ce contexte, il a pour fonction, ce signifiant, de rapporter la parole du Père à l'auteur d'un texte, à l'auteur précisément du texte qui vient d'être évoqué par le Père. Mais on voit bien que dans sa brutalité, ce signifiant fait plus opacité qu'autre chose. Et le lecteur est amené à dégager, à retrouver de quelle pensée ceci fait renvoi, dans quel déplacement ce signifiant est impliqué. Déplacement, il y en a un qui est évident, c'est que dans le texte, disons, premier, celui des lotophages, n'est-ce pas, celui de la page 75, 76, le nom en question, le nom de l'auteur, figure avant la citation. Ici, il est en position de signature. Il est en position de signature et il est en position également de réponse. C'est très tentant, c'est très bien. Puis c'est Moïse, n'est-ce pas? Alors ça fait plaisir. Mais si on a à l'esprit, comme toujours, n'est-ce pas? On a toujours ça à l'esprit parce qu'on passe son temps à relire la place qui était celle de Mosenthal dans le premier texte. On trouve que là, c'était une réponse déplacée à une question sur l'existence du vrai nom. Une question qui elle-même n'arrivait à se formuler que d'une manière éloquemment vacillante. Et il faut que j'inscrive ici une autre phrase qui est précisément la question à laquelle Mosenthal était censé répondre. Alors, pour faire bonne mesure, j'ai mis la suite, qui a quand même un certain intérêt aussi, peut-être. Mosenthal, même si un germanique qui connaît son argot y entend autre chose, à un tréma près, Mosenthal, c'est le nom d'une pièce de théâtre, le nom de l'auteur d'une pièce de théâtre dont Bloom essaye de retraduire le titre original allemand, qui est en fait un nom de femme, un nom juif de femme. Un nom qui n'a pas été gardé en anglais. C'est une curiosité, il s'agit d'un mélodrame qui avait pour titre Déborah en allemand, qui a été traduit en anglais sous le nom de Léa, et c'est ce que Bloom essaye de retrouver. Donc il essaye de retraduire le titre original qui est un nom de femme. Et alors, ce qui lui s'apprend la forme de cette recherche-là, et on voit évidemment le jeu de cache-cache entre le nom de l'auteur et celui de la créature au niveau de l'art, qui met en jeu à la fois l'être avec insistance, le is insiste, et
la problématique sexuelle, un patronyme venant à la place d'un nom de fille. Alors ici, le lecteur, à qui rien n'a échappé dans Ulysse, dit que ça lui fait penser à autre chose dans Ulysse, quelque chose qui se trouve avoir un rapport avec Bloom lui-même. Avec Bloom lui-même, et là je vous donne alors, je suis désolé de faire par petits morceaux, mais je suis simplement une démarche qui a été la mienne, je vous redonne le passage, le premier passage dans lequel s'inscrivaient toutes ces belles choses. Monsieur Bloom s'arrêta, je vous le donne dans la traduction française, qui là n'est pas trop mauvaise, à quelques détails près. Monsieur Bloom s'arrêta au coin de la rue, ses yeux errant sur les affiches hautes en couleurs. Limonade de Cantrell et Cochrane, aromatisée, exposition d'été chez Cléry. Oui, c'est ça, c'est plutôt solde d'été chez Cléry. Non, il s'en va tout droit. Tiens, alors il s'en va tout droit, c'est quelqu'un à qui il vient de parler, donc il se demande s'il est en train de l'observer. Tiens, ce soir, Léa, donc la pièce en question, Madame Bandman Palmer, aimerait la revoir là-dedans. Elle jouait Hamlet hier au soir. Travesti, et alors c'est là que commence justement un petit passage sur la problématique des sexes. L'expression anglaise, c'est male impersonator, n'est-ce pas? Homme, acteur, qui a pris donc la persona, n'est-ce pas? Acteur homme, male impersonator, mais qui peut s'appliquer aussi bien à l'une des pièces, Hamlet, qu'à l'autre, Léa. C'est autour de cela que ça va tourner. Travesti, peut-être, elle jouait Hamlet hier soir. Travesti, peut-être était-il une femme. Est-ce pour ça qu'Ophélie s'est suicidée? Alors, il y a à un certain niveau, donc le fait que Hamlet, le rôle de Hamlet, était joué très souvent par des femmes. Et il se trouve qu'un critique anglo-saxon avait eu la fantaisie d'analyser Hamlet en termes justement de travesti, en le prenant en quelque sorte le travesti au sérieux, et disant là-dedans, si Ophélie se suicide, c'est parce qu'elle s'est aperçue que Hamlet, en fait, était une femme. Peut-être était-il une femme. Alors, ce critique, je ne l'invoque pas par hasard, je l'invoque, au nom de mon savoir shakespearien et joycien, simplement parce que ça reparaît ailleurs dans Ulysse, n'est-ce pas? J'essaye de limiter le plus possible les références externes. Est-ce pour cela qu'Ophélie s'est suicidée? L'énoncé anglais est légèrement différent. Why Ophelia committed suicide? Point d'interrogation. Pourquoi Ophélie s'est-elle suicidée? Ou bien, est-ce la raison pour laquelle Ophélie s'est suicidée? Ceci, évidemment, ne passe pas dans la traduction française, et je pense que c'est quand même assez important à remarquer. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Pauvre papa. Comme il parlait souvent de Kate Bateman dans ce rôle, attendait aux portes de l'Adelphi à Londres toute la journée pour entrer. C'était l'année avant ma naissance, 65, et l'Art History à Vienne. Alors c'est là que commence le titre. Qu'est-ce que c'était que le titre, etc. Enfin, je vous fais grâce d'une traduction. Enfin, chacun, je crois, peut la fabriquer. Pas moi. C'est par Mosenthal. Est-ce Rachel? Non. La scène dont il parlait toujours, où le vieil Abraham, aveugle, reconnaît la voix et lui touche la figure avec ses doigts. Donc, ici, la voix de Nathan, la voix de son fils, etc. Chaque mot est si profond. Alors après le passage, la voix de Nathan, la voix de son fils, j'entends la voix de Nathan qui laissa son père mourir de douleur et de chagrin dans mes bras, qui abandonna la maison de son père et le Dieu de son père. Chaque mot est si profond, Léopold. Pauvre papa, pauvre homme, je suis content de n'être pas entré dans la chambre pour regarder sa figure.
ce jour-là, mon Dieu, bah, peut-être que ça valait mieux pour lui. Dans ce passage-là se trouve donc, en réalité, en jeu, toute une série de questions. Questions donc sur l'existence, non seulement sur l'être et le non, mais sur l'existence et le suicide. La question sur le non, et là il faut que je vais revenir sur ce point-là, sur le non qui est en fait aussi bien le nom du père, de son père, que le nom de la pièce, de l'auteur, de la personnage central de la pièce, et enfin la question sur le sexe qui personne, qui est ce qui dedans fait personner. Le nom, donc, derrière la question du nom, se trouve le suicide du père, qui a cette autre caractéristique, c'est qu'il a précisément changé de nom. C'est ce que l'on nous indique dans un autre passage, ce qui donc est présenté d'une manière qui elle-même m'a paru curieuse. Dans un bistrot, des gens s'interrogent, un certain nombre de piliers de bistrot s'interrogent sur Bloom. C'est un juif renégat, dit l'un d'entre eux. Et en anglais, ça se dit pervert. Perverted Jew. Et le mot pervert en anglais signifie renégat. C'est pas du tout une invention de Joyce, une astuce. C'est comme ça. D'ailleurs, vous le trouvez vers la fin du portrait. Est-ce que vous essayez de me convertir ou de me pervertir? Convert, pervert. C'est comme ça que ça fonctionne en anglais. C'est un juif renégat qui vient de Hongrie et c'est lui qui a tiré tous les plans selon le système hongrois, des histoires de plans politiques du Sinn Féin. Il a obtenu de changer de nom par décret. Pas lui, le père. Donc il apparaît que le père a changé de nom. Et il l'a changé d'une manière qui est assez intéressante, selon une formule juridique qui s'appelle deed poll. Deed, c'est-à-dire un acte, mais poll décrit en quelque sorte ce qu'est l'acte du point de vue du document. C'est un document qui est renié. Et il est renié, ce poll qui décrit ce qui est renié, est également ce qui décrit ce qui est étété, n'est-ce pas, ce qui est décapité. Un tétard, un arbre qui a été renié, c'est appalled. Hein. Et poll peut désigner aussi la tête. Alors le deed poll, c'est ce type d'acte particulier qui est renié. Il a cette caractéristique de ne comporter qu'une partie. C'est un acte qui est, c'est pour ça qu'on dit par décret, n'est-ce pas? Il a décrété que. Et cela se distingue au moins de indenture, qui est un acte déchiré selon justement une indentation pour être confié aux parties, n'est-ce pas? Aux deux parties, aux deux ou plusieurs parties. Donc c'est, nous dit-on, nous dit Joyce, de cette manière que le père a changé de nom. Et il a changé de nom. Il a changé quel nom? Nullement, dit Martin. Ils n'ont que le nom en commun. Ah oui. Est-ce qu'il est cousin du dentiste Bloom, que dit Jack Farr? Nullement, dit Martin. Ils n'ont que le nom de commun. Il s'appelait Virag. C'est le nom du père qui s'est empoisonné. Et en anglais, ça donne ceci: The father's name that poisoned himself. Où l'on entend presque que c'est le nom qui s'est empoisonné. N'est-ce pas? The father's name, il y a une espèce de jeu sur le génitif, n'est-ce pas, qui fait, et sur la position du nom du père, qui fait que c'est le nom qui semble s'être empoisonné. Virag.
Virag réapparaît, il est évoqué à plusieurs endroits dans Ulysse, il réapparaît dans Circé, mais ce qui réapparaît dans Circé d'abord, c'est une virago, désignée comme telle, virago. Alors c'est ici que on peut peut-être se souvenir de ce que c'est que virago, c'est-à-dire le nom qui dans la Vulgate, dans la traduction de la Bible par saint Jérôme, sert à désigner la femme du point de vue d'Adam. Dans la Genèse, l'homme est amené à nommer la femme qui s'appellera femme. Il l'appelle virago. Puisqu'elle est un petit peu homme. Elle est femme, si vous voulez. À une côte près, femme. Il faut arriver à ce point de mes élucubrations et de mes cafouillages dans les lignes, entre les lignes d'Ulysse. Je souhaiterais distinguer dans cet entrelacis ce qui fait mine de trou. Car évidemment, on est tenté d'utiliser pour une interprétation, en vue d'une interprétation, un schéma qui serait tiré du suicide, du changement de nom, du refus par Bloom de voir le visage de son père mort. Évidemment, on trouverait très gentil et très complaisant que réapparaisse justement tout ça dans Circé, dans l'hallucination. Seulement voilà, ce n'est peut-être pas tout à fait suffisant, même s'il y a de la vérité là-dedans, pas tout à fait suffisant pour faire fonctionner le texte. Par exemple, pour rendre compte du passage « pauvre papa, pauvre homme ». N'est-ce pas? Dans le premier passage, il disait, après chaque mot est si profond, Léopold, rapportant le commentaire de papa sur la pièce, « pauvre papa, pauvre homme », ce qui était peut-être pas très gentil non plus pour les propos de papa. Je suis content de ne pas être entré dans la chambre pour regarder sa figure, je suis content. Ce jour-là, mon Dieu, peut-être ça valait mieux pour lui. Enfin bref, il y a des tas de choses comme cela dont il faudrait quand même rendre compte aussi. Et il faudrait surtout arriver à rendre compte des effets produits dans la redistribution dramatique que constitue Circé. Car ça se tient, car ça fonctionne, car il y a quand même des choses qui se passent justement à côté de ce qui fait mine de trou. Et je pense justement que le tour de main de Joyce consiste, entre autres choses, à déplacer, si j'ose dire, l'air de trou, de manière à permettre certains effets. On aperçoit par exemple la disparition de la voix du Fils dans la citation donnée. La voix du Fils n'est pas mentionnée, pas plus que la mort du Père. Mais en revanche, un effet est produit par cette voix du Fils déplacée en réplique, mais une voix du Fils porteuse justement d'un certain savoir-faire sur le signifiant. Cette précaution, cette habileté à parler, à supposer, on voit qu'elle se propage. On voit qu'elle se propage selon une logique qui est tout à fait éloquente. J'ai parlé de l'éloquence du Mosenthal bien rhétorique en période, et puis aussi par l'articulation. Mosenthal, all that, n'est-ce pas? J'en ai marre, marabout. All that,
left of him. Alors il faut ici que je vous donne la phrase anglaise. Ce que disait Rudolf dans Circé, c'est, parce qu'il répétait, Are you not my dear son Leopold, who left the house of his father and left the God of his fathers, Abraham and Jacob, qui a laissé, qui a quitté, qui a abandonné. Alors, all that's left of him, tout ce qui reste de lui, tout ce qui abandonne de lui, c'est quand même déjà pas mal, tout ce qui abandonne de lui et reste de lui, et puis aussi, all that's left of him, tout ce qui est à gauche de lui. Alors, évidemment, si l'on pense à ce qu'indique le credo sur les places respectives du Père et du Fils, n'est-ce pas, là-haut, ça en dit long sur le respect impliqué là-dedans. Tout ce qui reste de lui, bon, un nom d'auteur, tout ce qui est à gauche de lui, donc, de toute façon, quelque chose qui n'est pas du vrai Fils. Je ne sais pas où il faut s'arrêter là-dedans, je frémis, il vaut mieux que je m'arrête. Ce qui est sûr, c'est que Bloom, ça lui fait plaisir, à lui aussi. Ça m'a fait plaisir, moi, quand j'ai vu ça. Ça lui a fait plaisir, à lui, c'est sûr, et ça s'est entendu. Ça s'est entendu, et comment est-ce qu'on le voit? C'est que papa n'est pas content du tout. La réplique suivante, ça commence par Rudolf, severely, one night they bring you home drunk, etc. Une nuit, on t'a rapporté sous. Sévèrement, autrement dit, je t'en prie, pas d'humour, déplacé, parlons plutôt de tes transgressions à toi. Donc, cette jubilation de Bloom qui prudemment a dit des choses qu'il avait à dire, c'est des choses qui font plaisir, donc à tout le monde. Mais alors, dans cette série d'effets, dont je viens de dégager quelques-uns, il y a une sorte de cascade parce que se développe un autre effet qui est en quelque sorte de structure par rapport au précédent. Une sorte de résultat des effets précédents. Cette espèce de jeu par rapport au Père, sur toutes ces choses, je n'y reviens pas, semble faire glisser du côté de la mère. Cette espèce de père contesté de différentes façons, n'est-ce pas, conduit à une mère, et à une mère qui est du côté, disons, de l'imaginaire, pour simplifier. Car, donc, Rudolf évoque une transgression du fils qui est revenu sous, qui a dépensé de l'argent, et qui est revenu aussi couvert de boue, mad. Mais le lecteur alors, bon, ça a été un beau spectacle pour sa mère, dit-il. Nice spectacle for your poor mother, n'est-ce pas? Hein, c'est pas moi, c'est elle qui n'était pas contente. Mais la manière dont ça arrive, la manière dont c'est refilé à la mer par la boue, c'est assez drôle parce que Mad, ceux d'entre vous qui ont lu le portrait en anglais ont pu remarquer qu'à un certain moment, Mad est une sorte de forme familière de mother. Et ici, c'est dans c'est autour des pages, je sais pas, disons dans le premier, en gros dans les 2 premiers chapitres, je crois que c'est au début du second chapitre. Et il est question, c'est associé à la pantomime. Où est-elle? Ah bah tenez, après tout j'ai ça là, je vais peut-être essayer de vous le retrouver. J'ai pas le temps peut-être. Quelle heure il est? Oui. Voilà. Bon, dans cette édition, dans l'édition Viking, c'est page 67. Et
c'est une petite scénette de rien du tout, du type épiphanie, je ne sais pas comment il faut dire ça. J'emploie le terme avec un peu de provocation, parce que j'ai... Bon. Épiphanie? Oui. Mais là, on pourrait discuter disons, de sa pertinence, peut-être. Ça fait partie d'une série de petites scénettes que Joyce a placées donc, dans un des premiers chapitres du portrait, et où l'enfant, le jeune Stephen, est en train de s'y retrouver dans Dublin, à partir d'un certain nombre de points, de scènes, de lieux, de maisons. Il était assis dans une maison, en général ça commence comme ça. Et on le voit assis sur une chaise dans la cuisine de sa tante, et sa tante était en train de lire le journal du soir et d'admirer The Beautiful Mabel Hunter, une belle actrice. Et une petite fille arrive, toute bouclée, elle, sur la pointe des pieds, pour regarder le portrait. Et dit doucement, « What is she in, Madge? Dans quoi est-elle, Boo, maman? Dans la pantomime, mon amour. » Or, il se trouve que ce passage de Circé glisse dans la boue, n'est-ce pas, puisque ça revient, le signifiant revient 3 ou 4 fois dans ce passage-là, glisse de la boue à un surgissement de la mer. Beau spectacle pour ta pauvre mère, dit Rudolph. Et Bloom dit maman, parce qu'elle est en train d'apparaître à l'instant même. Dès que certains mots, certains signifiants apparaissent dans Circé, l'objet, si j'ose dire, fait surface. Et fait surface comment? Vêtu en dame de pantomime, crinoline et tournure, avec un corsage à la Widow Twankey. Elle apparaît en dame de pantomime, c'est-à-dire, selon la logique de la pantomime anglaise, homme déguisé en femme, n'est-ce pas? Les spectacles de pantomime qui se jouaient en particulier autour de Noël, qui sont évoqués là, impliquaient un renversement des habits, un travestissement généralisé. Pantomime, n'est-ce pas? Donc, d'un certain point de vue, ce serait donc, bon, le vêtement féminin. Mais ce qui fonctionne à nouveau ici, ça fonctionne tout de suite, ça part dans deux directions. Ça part dans deux directions parce que dès le début d'Ulysse, on avait évoqué la mer en rapport avec la pantomime, la mer comme ayant ri, n'est-ce pas, à la pantomime de Turco le Terrible. Dans l'édition française, c'est à la page 13-14, n'est-ce pas? Dans une évocation de sa mère, Stephen dit, après l'avoir évoquée morte, dit « Où maintenant, ses secrets, vieux éventail de plumes, carnet de balles à gland imprégné de musc, une parure de grains d'ambre dans son tiroir fermé à clé, une cage d'oiseaux qui avait été suspendue à la fenêtre ensoleillée de la maison où elle vécut jeune fille. Elle allait voir le vieux Royce dans la pantomime de Turco le Terrible et riait avec tout le monde quand il chantait « Je suis le garçon, possesseur du don de se rendre invisible. » Gaieté fantomale, enfuie en fumée, fumée de musc. Donc, ce qui réapparaît là-dedans, c'est donc un ensemble fantasmatique lié à la mer, mais lié à la mer par le truchement de Stephen, avec quand même une ambiguïté radicale. De quoi riait-elle, n'est-ce pas? Du vieux Royce chantant, de ce qu'il disait, de son jeu de voix, Dieu sait quoi.
Et alors cette mère-là, cette mère problématique, se trouve être vêtue telle qu'est vêtue dans la pantomime la mère d'Aladin, Widow Twankey. Le corsage à la Widow Twankey, c'est le corsage donc de la mère d'Aladin dans les pantomimes. Mère d'Aladin, qui évidemment ne comprenait rien à ce que faisait son fils, sinon ceci, c'est que en astiquant bien la lampe, on faisait parler l'esprit qui était dedans. J'en resterai là sur ce point, n'est-ce pas? Pour passer à un autre aspect, du fonctionnement du texte, Ellen Bloom, qui vient de surgir, n'est pas du tout comme papa du côté des sages de Sion, mais à l'entendre, elle est plutôt du côté de la religion catholique, apostolique et romaine. Car qu'est-ce qu'elle dit en le voyant tout plein de boue? Oh, blessed Redeemer, oh, Rédempteur bienheureux, béni soit le Rédempteur. What have they done to him? Que lui ont-ils fait, etc. Sacred Heart of Mary, where were you at all? Sacré-Cœur de Marie, où étiez-vous donc? Ce qui est d'ailleurs assez curieux, parce que Sacré-Cœur de Jésus, plutôt, devrait lui venir à l'esprit, n'est-ce pas? Ce qui signe d'une certaine manière son rapport narcissique à la religion, n'est-ce pas? Elle est très nettement catholique à la manière dont pouvait l'être particulièrement au XIXe siècle, n'est-ce pas? Et c'est toute cette dimension-là qui, en fait, je pense, mérite d'être soulignée dès que l'on parle de Joyce. Dès que l'on parle de Joyce, même si on va le chercher dans les textes les plus bénins, même si on va le chercher dans les textes de Stephen Hero, même si on va le chercher dans les textes de Jean de Dublin, de Dublinois, un rapport imaginaire à la religion, c'est ce que l'on aperçoit derrière la mère, dans la mère de Joyce, chez Joyce. D'abord, je voudrais le signaler à propos de l'épiphanie. Ce que l'on appelle l'épiphanie, ça signifie bien des tas de choses, au fond, assez diverses. Il y a un endroit seulement où Joyce l'a défini, c'est dans le portrait de l'artiste. Dans Stephen le Héros, c'est le seul endroit où il emploie le mot, et on a évidemment allègrement déformé ce qu'il a dit. Il a eu le bonheur de donner une définition. Par épiphanie, il entendait une manifestation spirituelle découverte à travers la vulgarité du langage, etc. Bon, enfin un truc bien poli, bien didactique et thomas-dacanisant. Mais comment ça vient tout ça? Ça vient à la suite, ça vient dans un texte qui, en 2 pages, nous fait passer d'un dialogue avec la mère, dans laquelle la mère fait reproche à Stephen de son incroyance, en invoquant qui donc? Les prêtres, en disant les prêtres, les prêtres, les prêtres. Et Stephen à la fois rompt avec elle sur ce plan-là, et d'un autre côté contourne le problème, se met à évoquer justement, glisse au rapport femme-prêtre, glisse ensuite vers la bien-aimée, et tout d'un coup se met à dire, j'ai pas le texte ici malheureusement, parce que j'avais pas pensé l'invoquer, mais enfin vous le retrouverez assez facilement dans Stephen Hero si ça vous intéresse. Il dit tout de suite après
un spectacle de Dublin. Ah oui, c'est ça, il se met à errer dans les rues, et un spectacle de Dublin émeut suffisamment sa sensibilité pour lui faire composer un poème. Puis, plus rien sur le poème, et il rapporte le dialogue qu'il a entendu, qui est un dialogue entre une jeune personne et un jeune homme, et un des rares mots qui apparaît, c'est le mot chapel là-dedans. Pratiquement, il n'y a que des points de suspension dans ce dialogue. Donc, ce dialogue où il n'y a rien lui fait écrire un poème. Et puis, d'un autre côté, il baptise ça, dans les lignes qui suivent, Épiphanie. Voilà ce qu'il voulait faire, enregistrer ces scènes, ces scénettes réalistes qui en racontent tant. Donc, une espèce de dédoublement de l'expérience, une espèce de dédoublement d'un côté réaliste, disons, pour simplifier, de l'autre côté, en quelque sorte poétique, et une espèce de liquidation, de censure dans le texte de Stephen Hero, de ce qui en fait était du côté du poétique. Et le poème en question, on s'aperçoit qu'il s'intitule « La villanelle de la tentatrice ». Et précisément, ça arrive dans un certain discours qui implique justement la mère, et la mère dans son rapport au prêtre. Alors, le rapport que je définis grossièrement, et vous me le pardonnerez, comme rapport imaginaire à la religion, on le retrouve d'autres manières dans le portrait de l'artiste, avec par exemple les sermons sur l'enfer, qui sont justement interminables, qui sont très sadiques et kantiens, et qui sont en fait, qui visent à représenter dans le détail les horribles tortures de l'enfer, et qui visent à représenter, à donner in presentia, justement, une idée de ce qu'est l'enfer. Du même ordre de fonctionnement, le confesseur. Le confesseur comme étant celui qui écoute, mais aussi répond. Répond quoi? Dit quoi? C'est précisément autour de cela que ça tourne. Autour de cela que tournent, entre autres choses, les Pâques de Stephen, les confessions de ses turpitudes, et puis aussi l'artiste, la fonction de l'artiste. J'invoquerai ici deux passages, deux textes, l'un qui se trouve près du début de Stephen the Hero, où il dit que, en écrivant ses poèmes, il avait la possibilité de remplir la double fonction de confesseur et de confessé. Et puis, l'autre texte, l'autre passage, il se trouve vers la fin du portrait de l'artiste, et c'est le moment où, mortifié de voir la bien-aimée tendre l'oreille et sourire à un jeune prêtre bien lavé, il dit, bon, lui, c'est pas, il avait renoncé à être prêtre, il n'y avait pas de problème, c'est une affaire réglée, il n'est pas de ce côté-là. Et dire quand même que c'est des types comme ça, qu'il leur raconte des choses dans la pénombre, n'est-ce pas? Et moi, enfin, je brode, hein, enfin, vous verrez le texte, hein, il existe, à quelque chose près, qu'il voudrait arriver à être là avant qu'elle n'engendre quelqu'un de leur race, et que l'effet de ce qui se passera, l'effet de cette parole, n'est-ce pas, améliore quand même un peu cette fichue race, n'est-ce pas? Ça a peut-être bien rapport avec la fameuse conscience incréée. Ça passe par l'oreille, n'est-ce pas? La fameuse conception par l'oreille qu'on retrouve d'ailleurs dans Circé, n'est-ce pas? Évoquée bien sûr dans Circé, entre autres choses. Sur laquelle chose?
Ah oui. C'est ça. Non, parce qu'il y a un Jones aussi qui est le professeur Jones qui, dans Finnegan's Wake, jaspine, n'est-ce pas, à n'en plus finir. C'est un de ceux qui ont des tas de trucs à raconter sur le bouquin lui-même, n'est-ce pas? Dans Ulysse, le type qui a cette fonction, il s'appelle McHugh quelquefois. Bon, enfin, de toute façon, il fallait qu'ils aient des noms qui circulent bien. Jones, ça circule bien. Autre chose, concernant cette dimension imaginaire de la religion, au fond, c'est résumé dans Ulysse, dans le fameux passage où se trouve opposée la conception, disons, trinitaire et problématique de la théologie par opposition à la conception italienne, madonisante, n'est-ce pas, qui bouche évidemment tous les trous avec une image de Marie. Alors, bon, vous avez pu remarquer, dans Ulysse, comment il dit qu'au fond, l'Église catholique s'est pas mal débrouillée en plaçant l'incertitude du vide, n'est-ce pas, à la base de tout. Là encore, je brode. Donc, le fonctionnement de ce texte, de ces textes, une des choses, au moins un certain nombre de choses qui font fonctionner, ce sont évidemment des noms du Père à de multiples niveaux. On saisit bien que dans les deux passages auxquels je me suis accroché, c'est de la fonction qui est en cause, n'est-ce pas? C'est la fonction qui apparaissait à travers les aïeux, à travers la profondeur accordée à tout cela. Mais dans Circé et dans Ulysse dans son ensemble, ce qui fait bouger les choses, ce qui fait artifice, c'est le cache-cache avec les noms du Père. C'est-à-dire que, à côté justement de ce qui fait mine de trous, il y a les déplacements de trous et il y a les déplacements de noms de Père. On a aperçu au passage, dans le désordre, Abraham, Jacob, Moïse, Virag. On aperçoit Dédalus également. Et puis on en aperçoit un qui est assez rigolo, parce que dans un épisode qui est assez central parce qu'il y a un œil, le cyclope, il y a un type qui s'appelle JJ, Gigi. Gigi, dont on se souvient, si on a de la mémoire, que dans un épisode précédent, on l'avait rencontré sous le nom de Gigi Omoloi. C'est-à-dire de la descendance des Moloi. Hein? Alors là, il faut bien écouter. Un Gigi fils de Omoloi. Mais là, dans les cyclopes, il apparaît sous ce nom-là. Alors, il a une position assez curieuse, ce type. Parce que il est homme de loi, en principe. Mais homme de loi, je dirais même pas déchu, mais en voie de déchéance. On nous dit, et là encore, les mots anglais sont intéressants, sa clientèle diminue, practice dwindling, ben, sa pratique diminue. Et qu'est-ce qui se passe pour cet homme de loi dont la pratique fiche le camp? C'est qu'il joue.
gambling. Le jeu remplace de quelque manière la pratique. Bon, il y aurait un certain nombre de choses, évidemment, à élaborer à partir de ça, sans doute. Ce que je voudrais simplement indiquer, c'est la fonction de ce père parfaitement faux, qui est les initiales à la fois de James Joyce, de John Joyce, papa, le papa de Joyce. La parole de ce J.J. O'Molloy porte sur les autres pères, notamment. C'est lui qui, dans un certain passage qui se raccroche à l'énigme citée la semaine dernière par Lacan, c'est lui qui se tourne vers Stephen dans l'épisode qui se passe dans le journal, dans la salle de rédaction, se tourne vers Stephen pour lui donner un beau morceau de rhétorique. C'est intéressant parce qu'on sait que, d'abord, le O'Molloy en question, il s'est tourné vers le jeu, et puis pour survivre quand même aussi, il fait du travail littéraire dans les journaux, n'est-ce pas? Il fait du travail littéraire dans les journaux, c'est-à-dire quelque chose qui peut vous renvoyer dans l'œuvre de Joyce aux morts, la dernière nouvelle de Jean de Dublin, n'est-ce pas, le type qui écrit des nouvelles qui écrit dans les journaux, des comptes rendus, on ne sait pas trop quoi, etc. Ça réapparaît également d'une autre manière dans Les Exilés, n'est-ce pas? Quel genre de littérature? Est-ce que c'est de la littérature qui reste, n'est-ce pas? Est-ce que ça mérite de vivre? Bon, alors le O'Molloy en question, le GG en question, on nous dit qu'il se tourne vers Stephen dans cette salle de rédaction et il lui présente un beau spécimen d'éloquence judiciaire. Ça se trouve... Où est-ce que ça se trouve, ça? Dans l'édition française, page 137. Tourné vers Stephen, J.J. O'Molloy lui dit posément: « L'une des périodes les plus harmonieuses que j'ai jamais entendues de ma vie, je la dois aux lèvres de Seymour Bush. » qui évidemment à une lettre près signifie donc le buisson et éventuellement, alors là c'est peut-être trop tôt pour l'indiquer, c'est également la toison sexuelle, si vous voulez. Seymour Bush, c'était dans cette affaire de fratricide, l'affaire Childs. Bush était au banc de la défense. Alors ici une petite interpolation shakespearienne, et dans le porche de mon oreille, vers ça, etc., Hamlet. À propos, comment a-t-il découvert ça, puisqu'il est mort en dormant, et l'autre histoire, la bête à deux dos. Ça, c'est donc Stephen qui cogite ça. Citez-la, demanda le professeur. Il y en a toujours un pour ça. Hein. Italia, magistrat Artium, c'est le titre qui scande, un de ces titres qui scande l'épisode de la salle de rédaction. Il parlait de la procédure en matière de preuve. Alors là, je vous renvoie au texte anglais qui dit « He was speaking », ça y est, évidemment, il faut que je le retrouve, « the law of evidence ». He spoke on the law of evidence. La loi de l'évidence, si on veut, mais certainement le témoignage, n'est-ce pas? La loi du témoignage. Non pas exactement le témoignage devant la loi, etc. De la procédure en matière de preuve, de la loi du témoignage, dit J.J. O'Molloy, de la loi romaine opposée à la loi mosaïque primitive, la lex talionis. Et il vint à parler du Moïse de Michel-Ange au Vatican. Ah, des termes bien choisis en petit nombre, annonça Lenehan, qui est un... Bon, je passe sur certaines phrases qui mériteraient, évidemment, sans doute, qu'on s'y arrête, mais enfin, pas le temps.
J.J. O'Malley reprit, détachant chaque mot. Voici ce qu'il en disait. Une musique figée, marmoréenne figure, cornue et terrible, de la divine forme humaine, symbole éternel de prophétique sagesse, qui, si quelque chose de ce que l'imagination ou la main d'un sculpteur inscrivit dans le marbre spirituellement transfigurant et transfiguré a mérité de vivre, mérite de vivre. Vous avez suivi, bien sûr. Donc, ici, le homologue en question, ayant commencé par se faire caisse de résonance d'un savoir sur la loi, n'est-ce pas, ayant réparti les lois par rapport à l'évidence, par rapport au témoignage, allez vous y retrouver. Ayant fait ceci, c'est lui qui fait parler Bush, n'est-ce pas? C'est lui qui fait parler le buisson. C'est lui qui fait parler, qui fait porter témoignage rhétorique sur l'art comme fondant le droit à l'existence. Deserves to live, n'est-ce pas? Fondant le droit à l'existence de l'œuvre d'art. Vous voyez l'écho que cela a par rapport à la littérature de journaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se situe par rapport à cela? Deserves to live, ce qui mérite de vivre. Et fondant ainsi en droit le porteur de la loi, Moïse, puisqu'il restera, peut-être pas en tant que Moïse, mais Moïse du Vatican. C'est comme ça qu'on nous le dit. Le Moïse du Vatican. Ce qui est évidemment assez intéressant quand on a à l'esprit ce que le Vatican représente du point de vue d'Ulysse. Alors, ce deserves to live, il insiste, puisqu'il réapparaît par le biais de la rhétorique sous la forme de l'insistance, deserves to live, deserve to live. Il réapparaît avec insistance, mais il est marqué, il est contresigné par ses effets sur celui auquel la période était destinée, à savoir Stephen. J.J. O'Malley s'était tourné vers lui, et ce qui se passe, c'est que, insidieusement gagné par l'élégance de la phrase et du geste, Stephen se sentit rougir. Et curieusement, ces rougeurs de Stephen, elles sont en série par rapport à d'autres textes de Joyce, je pense, en particulier ce texte du portrait que vous avez pu remarquer lors du voyage à Cork avec son père. Stephen va avec son père dans un amphithéâtre de l'école de médecine, où son père a traîné quelque temps, peu de temps semble-t-il, et le père est à la recherche de ses initiales. On cherche les initiales gravées par papa. Ces initiales, évidemment, on ne pense pas que ce sont aussi les siennes. Simon Dedalus, sa s'initiale Stephen Dedalus. Mais ce sur quoi Stephen tombe, c'est le mot fœtus, n'est-ce pas? Et ça lui fait un effet bœuf. Il en rougit, en pâlit, etc., etc. Là encore, en rapport avec l'initiale, dans un autre rapport évidemment, mais en rapport avec l'initiale, justement, le mérite d'exister. Et à ce propos-là, je complète cette série du mérite d'exister par référence à un autre passage qui est dans Dublinois, dans Les Morts qu'on pourrait d'ailleurs très bien traduire le mort, n'est-ce pas?
impossible de décider, de trancher. Le personnage, un des personnages centraux, Gabriel Conroy, va faire un discours, le discours traditionnel, n'est-ce pas, de la réunion de famille. C'est lui qui est là, toujours là pour écrire dans les journaux ou faire les petits discours de ce genre. Et on vient de parler à table justement des artistes dont le nom est oublié, de ceux finalement qui n'ont rien laissé. Sinon, un nom tout à fait problématique, Parkinson, dit la vieille tante, oui c'est ça, il était formidable, extraordinaire, quelle voix, on n'a jamais entendu ça, n'est-ce pas? Alors lui, ça le fait penser, c'est là-dessus qu'il parle. C'est là-dessus qu'il repart, et il repart en concluant sa première période, une de ses premières périodes, sur deux choses. Un écho d'une chanson qui s'intitule Love's Old Sweet Song, la vieille et douce chanson de l'amour, qui évoque le paradis perdu dans ses premières lignes. Et l'autre chose sur laquelle s'achève sa période, c'est une citation de Milton, pas du paradis perdu, mais de Milton, dans laquelle Milton dit à peu près ceci. Évidemment, c'est tronqué chez Joyce, mais Milton dit à peu près ceci: je voudrais pouvoir léguer au siècle à venir une œuvre conçue de telle sorte qu'ils ne la laisseront pas volontiers mourir. N'est-ce pas? Donc, se trouve joint dans le discours de Joyce la question justement du droit à l'existence, celui au droit à la création et celui de la validité et celui aussi de la certitude. Ce que je voudrais rajouter une première chose concernant le Bush. Bush, vous voyez que il se construit une sorte de série du Bush à partir du Holly Bush, du Bush éloquent, qui, parlant de Moïse, parle aussi d'un Hurley Bush, n'est-ce pas, puisque ça se trouve aussi dans la Bible, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Moïse que le sol qu'il foule est Hurley, le sol qu'il foule devant le buisson ardent est Hurley. Le Hurley Bush est un Hurley Bush qui se révèle, un Bush qui se révèle avoir un certain rapport au Fox. Car lorsque Omoloy reparaît dans Circé, lorsque Gigi reparaît dans Circé, il a des moustaches de renard et quelque chose de Bush, de l'avocat Bush. Le renard que lui aussi on a aperçu à plus d'une reprise dans le portrait, par exemple. Il apparaît bien sûr parce que Fox est un des pseudonymes de Parnell, associé un peu à sa chute, mais il est aussi une sorte de signifiant ramenant la dissimulation, foxing. He was not foxing, dit le jeune Stephen quand il est à l'infirmerie et qu'il a peur de se faire accuser de fraude. Et puis, un peu plus tard, lorsqu'il vient de renoncer à entrer dans les ordres, qu'il a aperçu sa carte de visite, le révérend Stephen Dedalus, S.J., il évoque quelle tête il peut bien y avoir là-dessous, n'est-ce pas? Et une des choses qui lui revient à l'esprit, c'est, ah oui, une tête de jésuite qu'ont certains appelés comme ceci, Langton Jaws, et d'autres appelés Foxy Campbell, n'est-ce pas? Campbell, le renard. Donc il y a cette série Bush-Fox, mais il y a aussi, et ça fonctionne, ce qui fonctionne, le jeu sur Molloy, qui s'articule sur le Holly. Nous avions Holly, Hurley,
Molly, Molloy, et un autre mot qui ne paraît pas dans Ulysse, mais dont Joyce dit, alors là c'est une chose que je tire un petit peu de la manche, plutôt des lettres de Joyce, mais après tout les lettres c'est des trucs qu'il a écrits, oui. Lorsqu'il il donne le nom de quelque chose qui est censé faire fonctionner, entrer dans le fonctionnement de Circé. C'est cette plante, l'ail doré, que Hermès a donné à Ulysse pour qu'il se tire d'affaire chez Circé. Et ça s'appelle Meuley, M-O-L-Y. Là où ça devient drôle, c'est que il y a entre les deux, entre Meuley et Molly, une différence qui est de l'ordre de la phonation, n'est-ce pas? Ce qui se phonise, je ne sais pas comment il faut dire, dans Ulysse, c'est Molly. Avec une voyelle simple, et le meulé dont il parle, c'est une diphtongue, une ditongue, comme on disait autrefois, n'est-ce pas? Et la ditongue se transforme en consonance. Avec, en même temps que la diphtongue se transforme en une voyelle simple, il y a un redoublement consonantique, un redoublement de consonance, et c'est cette consonance qui apparaît dans Ulysse sous la forme de Molly. C'est trop beau pour être vrai. Alors ce qu'il dit de Molly, de cette plante, ce sont des choses curieuses. Il en dit des choses différentes, l'une que je crois Lacan analysera, une autre que je me contente de signaler. C'est donc le don d'Hermès, dieu des voies publiques, et c'est l'influence invisible, entre parenthèses, prière, hasard, agilité, présence d'esprit, pouvoir de récupération, qui sauve en cas d'accident. C'est donc quelque chose qui confirme Bloom dans son rôle de prudence, n'est-ce pas? Il est le prudent, il est celui qui répond finalement assez à la définition que j'ai trouvée en note dans le Lalande sur cette question de la prudence. C'est curieusement décevant, Lalande, sur la question de la prudence, probablement parce que c'est surtout saint Thomas qui en parle. Il y a une petite note, son nom d'auteur, une citation qui dit ceci: prudence, l'habileté dans le choix des moyens d'obtenir pour soi-même le plus grand bien-être. Et c'est comme ça justement qu'on se supporte, semble-t-il, dirait Bloom. La deuxième chose que je voulais ajouter, avant de me taire, c'est simplement souligner qu'il s'agit, dans toutes ces choses, de la certitude, notamment de la certitude et de comment on peut fonder ça. La certitude, elle réapparaît justement à propos du fameux virag. Parce que je ne vous ai pas tout dit, je me suis arrêté dans la citation, la fameuse citation où on parlait de virag, où les autres, où Homoloi racontait ce qu'il en était de virag. Ça y est, j'y arrive pas. Oui, page 331 dans Ulysse. Oui.
Il s'appelait Virac, c'était le nom du père qui s'est empoisonné. Il a obtenu de changer de nom par décret, pas lui, le père. Voilà le nouveau Messie de l'Irlande, dit le citoyen, l'île des saints et des sages. Oui, eux aussi, ils attendent encore leur Rédempteur, dit Martin, tout comme nous en sommes. Oui, dit Gigi, et chaque fois qu'ils ont un enfant mâle, ils croient que ça peut être le Messie. Et tout juif est, paraît-il, dans une agitation extraordinaire jusqu'à ce qu'il sache s'il est père ou mère. Alors, là-dessus, je serai bref en indiquant simplement ce qui apparaît peut-être par-delà l'humour qui constitue un des fonctionnements de ce texte du Cyclope, un humour de bistrot, mais un humour qui est bien là. Un humour qui, d'ailleurs, serait à rattacher à d'autres problèmes touchant l'antisémitisme, mais je n'ai pas le temps de le raccrocher là. Identification imaginaire qui, je crois, situe le problème également de la problématique de la succession, la problématique du Messie et, à travers elle, la problématique de la succession. Le problème de la parole du roi fondant la légitimité. La parole du roi qui est ce qui permet, même si le ventre de la mère a menti, n'est-ce pas, de retomber sur ses pieds par une légitimation. Ce problème de la légitimation, c'est-à-dire de la possibilité de porter la marque du roi, la couronne, Stéphanos, quelque chose comme ça en grec, ou bien de porter la marque du roi telle qu'elle apparaît dans Circé à propos de Virag, qui dégringole par la cheminée, le grand-père, avec l'étiquette, l'étiquette ça vient tout de suite comme ça, Basilico Grammate, avec le gramme du roi. Cette problématique de la légitimité, qui se révèle problématique de la légitimation, a une dimension, prend peut-être figure ici de dimension imaginaire et de sa récupération. Cette certitude, il me semble que Joyce l'utilise, la met en scène dans ses rapports avec les effets de voix. Même si une parole paternelle est contestée en tant que parole, en tant que ce qu'elle dit, il me semble que quelque chose, suggère-t-il, en passe dans la personnation, dans ce qui est derrière la personnation, dans ce qui est du côté de la phonation peut-être, du côté de ce qui est également quelque chose qui mérite de vivre dans la mélodie. Dans la mélodie, et pourquoi? Peut-être justement à cause de ce quelque chose qui a des effets malgré tout sur la mère, à travers la mélodie. L'allégresse Phantasmal Mirth, l'allégresse fantasmatique de la mère qui est évoquée au début, vers les pages 10-13 dans Ulysse, elle a affaire justement à la pantomime et au vieux Royce qui chantait. Donc quelque chose passe à travers la mélodie, non pas peut-être seulement la sentimentalité, puisque la culture irlandaise au tournant du siècle s'est fait en grande partie des mélodies de Moore, que dans Finnegan's Wake, Joyce appelle Moore's Maladies, les maladies de Moore. C'était le triomphe
de Papa Joyce, de John Joyce. Mais peut-être justement que dans cet art de la voix, dans cet art de la phonation, en est-il passé suffisamment pour le fils. Donc, si la certitude quant à ce qu'on fabrique a toujours quelque chose à voir avec le miroir, avec ces effets de miroir qu'il faudrait énumérer, cela a à voir aussi avec les effets de voix du signifiant. Et je voudrais simplement rappeler que la fameuse nouvelle Les Morts, par laquelle Joyce a ficelé Jean de Dublin, n'est-ce pas, à un moment absolument crucial de sa production poétique, au moment où donc, les choses se sont, d'une certaine manière, débloquées, ont commencé à jouer. Les Morts, disent certains, ça lui est venu lorsque son frère lui a parlé d'une interprétation particulière d'une mélodie de Moa sur les revenants, qui met en jeu des revenants et un dialogue entre des revenants et des vivants. Et Stanislas avait dit, le type qui a chanté ça, l'a chanté d'une façon intéressante, d'une façon, justement, qui disait quelque chose. Et comme par hasard, Joyce s'est mis à écrire Les Morts à partir de cela, à ce moment-là, pardon, et au centre, un des centres, tout au moins, de cette nouvelle, c'est la femme du héros est médusée. La femme du héros est médusée, gelée comme l'autre Moïse, là, en entendant un chanteur tout enroué chanter cette fameuse mélodie. Et quel effet ça fait sur le héros? Ça lui symbolise sa femme. Il dit à ce moment-là, il l'aperçoit en haut de l'escalier, dans l'obscurité, il se dit, qu'est-ce qu'une femme dans l'obscurité, etc., symbolise? Il la décrit en termes réalistes, n'est-ce pas? Vaguement réalistes, enfin, mais il dit en même temps, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise une certaine écoute, entre autres choses. Alors cette certitude et ces problèmes de la certitude et de ses fondements par rapport aux effets de voix sur le signifiant, Joyce a voulu en énoncer des règles dans une science esthétique. Mais il s'est aperçu peu à peu que c'était moins lié à la science que ça, et que c'était justement un savoir-faire lié par une pratique du signifiant. Et évidemment ici, ce que j'ai très présent à l'esprit, ce qui s'impose à moi à travers ce que, au-delà de ce que Aristote a dit sur la praxis dans la poétique, c'est la définition de Lacan, n'est-ce pas? Action concertée, par l'homme, alors concertée, évidemment, nous prépare à ce qui met en mesure de traiter le réel par le symbolique. Et la question de la mesure, eh bien, on l'aperçoit très précisément dans Circé, au moment où Bloom, entrant dans le bordel, est aperçu par Stephen qui se tourne. Et cette évocation de la mesure est comme par hasard aussi une citation de l'Apocalypse. Alors, je m'arrête avant que ça devienne par trop apocalyptique. Un mot de conclusion. Je remercie Jacques Aubert de cette bouillie. Car il est évident que, comme
l'auteur de Surface and Symbol, dont je vous ai dit le nom la dernière fois, il est évident que le terme dont cet auteur se sert pour dire, pour épingler l'art de Joyce, qu'il s'agit là de inconceivably, inconcevablement private jokes, des jokes inconcevablement privés. Dans ce même texte apparaît le mot que j'ai dû chercher dans le dictionnaire, eftsoonries. Je ne sais pas si ce mot est commun. Vous ne le connaissez pas? Eftsoonries. Ça ne vous dit rien? C'est-à-dire, eftsoon, c'est des eftsoonries, c'est des choses renvoyées à tout à l'heure. Il ne s'agit que de ça. Non seulement ces effets sont renvoyés à tout à l'heure, mais ils ont un effet le plus souvent déroutant. C'est évidemment l'art de Jacques Aubert qui vous a fait suivre un de ses fils de façon telle qu'il vous tienne en haleine. Tout ceci n'est évidemment pas sans fondé. À quoi j'essaie de donner une consistance, et une consistance dans le nœud. Qu'est-ce qui, dans ce glissement de Joyce auquel je me suis aperçu que je faisais référence dans mon séminaire encore. J'en suis stupéfait, j'ai demandé à Jacques Aubert si c'était là le départ de son invitation à parler de Joyce. Il m'a affirmé que à ce moment-là, le séminaire encore n'était pas encore paru, de sorte que ce ne peut pas être ça qui l'a invité à me présenter ce trou dans lequel je ne risque pas, sans doute par quelque prudence, la prudence telle qu'il l'a définie, mais le trou du nœud ne m'en fait pas moins question. Si j'en crois Souris et Tomé, puisqu'aussi bien c'est eux à qui je dois mention de
ceci que sans doute je m'étais aperçu, bien sûr, et que le nœud, à proprement parler, borroméen, lequel n'est pas un nœud, mais une chaîne. Si ce nœud, on ne peut en repérer la duplicité, je veux dire qu'il y en a deux, qu'à ce que les cercles, les rondes ficelles soient coloriés. S'ils ne sont pas coloriés, ce qui veut dire que quelque chose distingue quelque chose. La qualité colorée distingue chacun des deux autres, si ce n'est qu'à l'aide de ce barbouillage que nous pouvons faire qu'il y ait deux nœuds, puisque ceci est équivalent au fait que s'ils sont incolores, si rien ne les distingue, autrement dit, rien non plus ne distingue l'un de l'autre. Vous me direz que dans la mise à plat, il y en a un qui est l'évogire et l'autre qui est dextrogire. Mais c'est justement là qu'est le tout de la mise en question de la mise à plat. La mise à plat implique un point de vue, un point de vue spécifié, et ce n'est sans doute pas pour rien que n'arrive pas d'aucune façon à se traduire dans le symbolique la notion de la droite et de la gauche. Pour le nœud, ceci ne commence à exister qu'au-delà de la relation triple. Comment se fait-il que cette relation triple ait ce privilège? C'est bien là ce dont je voudrais m'efforcer de résoudre la question. Il doit y avoir là quelque chose qui ne doit pas être sans rapport avec cet isolement que nous a fait Jacques Aubert de la fonction de la phonation, précisément dans ce qu'il en est de supporter le signifiant. Mais c'est bien là le point vif sur lequel je reste en suspens, c'est à savoir à partir de quand la signifiance en tant qu'elle est écrite se distingue des simples effets de la phonation. C'est la phonation